Zora Neale Hurston est née en 1891 en Alabama. Le titre original, c'est Their Eyes Were Watching God. C'est un roman qui a été publié en 1937. Et c'est vraiment extraordinaire. Les navires au lointain transportent à leur bord tous les désirs d'un homme. Certains reviennent avec la marée, d'autres voguent à jamais sur l'horizon sans jamais s'éloigner du regard, sans jamais toucher terre, jusqu'à ce que le guetteur détourne les yeux de résignation, ses rêves raillés, mortifiés par le temps. Telle est la vie des hommes. Les femmes, elles oublient tout ce dont elles ne veulent pas se souvenir et se souviennent de tout ce qu'elles ne veulent pas oublier. Le rêve est leur vérité. En conséquence de quoi, elles agissent, font ce qu'elles ont à faire. Donc au commencement, il y avait une femme, et cette femme revenait d'enterrer les morts. Pas les morts malades et agonisants entourés d'amis à leur chevet et leurs pieds. Elle revenait des boursouflés et des détrempés, les morts soudains, aux yeux grands ouverts, rendant jugement. Tous la virent revenir, car c'était au soleil descendu. Le soleil s'en était allé, mais il avait laissé dans le ciel l'empreinte de ses pas. C'était le moment de s'asseoir sur les vérandas au bord de la route. C'était le moment d'écouter ce qui vient et de parler. Ces assis-là avaient, sans yeux, sans oreilles et sans langue, servi d'outils tout le long du jour. Mules et autres bestiaux avaient occupé leur peau. Mais le soleil et le bosseman s'en étaient allés, et maintenant ces peaux se sentaient humaines et puissantes, devenaient seigneurs des sons et des moindres choses, faisaient passer des nations entières par leur bouche, assis, rendant jugement. Voir cette femme telle qu'elle était les faisait souvenir certaines envies accumulées en d'autres temps. Alors se mirent à mâchonner l'arrière-fond de leurs pensées pour déglutir avec délice. Firent de leurs interrogations des assertions brûlantes, de leurs rires des armes meurtrières. Une cruauté de masse. Les humeurs prenaient vie, les mots marchaient sans maître, déambulant ensemble comme les harmonies d'un même chant. Fait quoi encore à s'en revenir ici dans sa espèce de salopette? Peut pas se trouver une robe à se mettre? Elle est où la robe en satin bleu qu'elle avait au dos en partant? Et les sous de son mari qui l'a massé et cassé sa pipe et tout laissé pour elle? C'est quoi cette vieille qui a passé 40 avec ses cheveux qui swingent dans son dos comme une jeunette? Elle a laissé où son tout genou de bougue qu'elle est partie d'ici avec? Devait pas le marier, qu'on disait? Où c'est qui est parti pour la laisser? Elle en a fait quoi de son paquet de sous à elle? De Parissa qui a filé avec une de ces gales si tant jeunette qu'elle a même pas aucun poil. Peut donc pas se tenir à sa place. Quand elle arriva à leur hauteur, elle tourna la tête vers la troupe jacassante et parla. Ils brouillaminèrent un nègre « Bonsoir », laissant les bouches à béer et les oreilles à espérer. Elle s'était adressée à eux avec toute l'affabilité requise, mais en poursuivant sa route droit devant, jusqu'à sa barrière. La véranda ne sut que dire, sinon la regarder. Les hommes remarquèrent son postérieur ferme comme une paire de pamplemousses bien calées dans les poches arrière.
la longue corde de cheveux noirs qui se balançait jusqu'à sa taille, s'effilant au vent comme une plume. Et puis les seins pugnaces, s'échinant à percer sa chemise. Eux, les hommes, travaillaient à préserver en pensée ce que leurs yeux perdaient. Les femmes, elles, s'emparèrent de la chemise défraîchie et de la salopette crottée et les posèrent dans un coin pour mémoire. Comme une arme à l'encontre de sa force, et même si cela s'avérait inutile, c'était déjà pour elles quelques espoirs qu'elles finissent un jour par retomber à leur hauteur. Mais nul ne broncha, nul ne parla, nul ne songea même à ravaler sa salive jusqu'à ce que la barrière eût claqué derrière elle. Bouche grande ouverte, Pearl Stone partit à rire vraiment fort, parce qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre. Elle s'affala de tout son poids, riant sur Mrs. Simpkins. Mrs. Simpkins maugréa rudement et fit tchrr. Tout ça vous mettre en tourment après elle. Sûr que c'est pas comme moi. Moi j'en ai rien à faire de la lorgner par tous ses abords. S'il n'a pas assez de manières pour s'arrêter et faire savoir aux gens comment ça va pour elle depuis le temps, elle a qu'à passer seulement. Elle vaut même pas qu'on parle sur elle, dit Lulumos en reniflant. Ça se pose là-haut, mais ça paraît bien bas. Tout ce que j'ai à dire, moi, sur ces vieilles qui courent après les jeunes. Phoebe Watson se pencha pour immobiliser son rocking chair avant de parler. Bon, y a pas personne ici qui sait s'il y a des choses à dire ou pas. Moi qui est sa meilleure amie, moi-même je sais pas. Peut-être qu'on sait pas le fin fond comme tu sais, toi, mais on sait tous comment elle est partie d'ici. Et nous, ici, c'est certain qu'on l'a vue sans revenir. Te fatigue pas, Phoebe. Ça sert de rien que t'essayes de couvrir une vieille comme Janie Starks. Amie ou pas amie. Ah, ça, par exemple, elle est pas si vieille que d'aucune parmi vous ici en train de parler. De ce que je sais, elle en a 40 bien tassés. Tout au plus 40 à la regarder. Bigrement trop vieille pour un gamin comme Tea-Cake. Tea-Cake, ça fait un bout que c'est plus aucun gamin. Fait bien 30 ans de sa propre personne. M'en fiche pareil, juste qu'elle pourrait s'arrêter et dire 2 mots avec nous. Elle agit comme si qu'on lui avait causé du tort, rouspéta Pearl Stone. C'est elle qu'elle fait qu'à faire du tort. Tu veux dire, t'es en rage qu'elle s'est pas arrêtée pour tcharrer avec nous sur toutes ces affaires? N'importe comment, qu'est-ce que t'en sais, toi, qu'elle a si tant mal agi comme vous êtes tous en train de dire? La pire chose que moi j'ai jamais su, qu'elle a fait, c'est s'enlever une poignée dents à son âge. Et ça, que je sache, ça n'a pas jamais fait de mal à personne. Faites rien qu'à me tanner. La manière que vous êtes en train de parler, on croirait que les gens d'ici ils font rien d'autre dans leur lit à part d'alléluier le Seigneur Lord. Faudra avoir à m'excuser là, que moi je m'en vais lui porter son souper. Phoebe subitement se leva. T'en fais pas pour nous, dit Lulu dans un sourire. Vas-y donc là-bas. Nous on n'a qu'à veiller sur chez toi jusqu'à temps que tu sois de retour. Mon souper il est tout prêt. T'as jusqu'à y aller voir comme ça va pour elle. Tu nous feras savoir. Ah, Phoebe, si t'es prête. Ça se pourrait que j'aille avec toi là-bas, proposa Mrs. Simpkins. Ça fait mine que le soir sombre au noir. Manquerait plus que le boogeyman y ait idée de te trapper. Non, je te remercie. Y a rien qui peut me trapper dans ces quelques pas où je m'en vais. N'importe comment mon mari dit toujours qu'il n'y a pas aucun boogeyman de premier acabit qui voudrait de moi. S'il y a quoi que ce soit qu'elle veut vous faire savoir, vous l'entendrez. Phoebe s'enfuit d'un pas pressé, avec un plat couvert entre les mains. Elle quitta la véranda qui lui accablait le dos de questions non posées, espérant des réponses étranges et cruelles. Quand elle fut rendue, Phoebe Watson n'ouvrit pas la barrière de devant pour descendre l'allée bordée de palmiers qui menait à la porte d'entrée. Elle contourna la clôture et passa la barrière des intimes avec son plat débordant de riz mulatto. Janie était forcément de ce côté-là. Elle la trouva assise sur les marches de la véranda arrière, avec ses lanternes toutes bien remplies et les verres astiqués. « Salut, Janie, comment va ?»
Oh, ça va plutôt bien. J'essaye une trempette pour voir si ça peut de faire sortir de mes pieds un peu de fatigue et de saleté. Elle eut un brin de rire. Je vois ça, dit. Sûr que t'as l'air bien, ma gale. T'as même l'air que tu serais ta propre fille. Elles rirent toutes les deux. Même avec cette salopette sur toi, t'es toute une femme comme il faut. Continue, continue. Tu dois penser que je t'ai apporté quelque chose, alors que j'ai rien apporté d'autre que ma propre personne. Eh bien, c'est bien heureux tout plein. Tes amies, elles voudraient rien mieux que ça. On va prendre toutes ces flatteries que t'envoies, Phoebe, que je sais que ça te sort du cœur. Gianni lui tendit la main. Seigneur Lord, Phoebe, tu vas donc jamais me le donner, ce bout de ration que t'apportes là? Je me suis pas rien mis sur l'estomac aujourd'hui à part ma main. Elles rirent toutes les deux avec entrain. Donne ça ici et prends-toi une bonne assise. Je savais ça que t'aurais faim. C'est plus le temps d'aller chasser le bois du feu au noir venu. Mon riz moulato n'est plus si bon maintenant. Ça prendrait plus de graisse de lard, mais j'ai idée que ça tuera la faim de même. Te dis ça dans une minute, dit Gianni en soulevant le couvercle. Ah, ma gale, c'est trop bon. Tes chaudrons dans ta cuisine, tu leur fais rouler un méchant bon temps. Oh, c'est pas bien grand-chose à manger, ça, Gianni. Mais demain, il y a des chances que je te prépare quelque chose de pas mal bon certain. Vu que, ça y est, t'es de retour. Gianni mangeait de bon cœur et sans rien dire. Le voile chamarré de poussière que le soleil venait de soulever dans le ciel se déposait lentement. « Tiens, Phoebe, reprends ton vieux plat. J'ai pas un brin d'usage ici pour un plat sans rien dedans. Sûr que ton bout de manger tombait bien. » Phoebe s'amusa de la rude plaisanterie de son ami. « T'as toujours si tant de folerie comme jamais. Passe-moi donc cette lavette qui est sur la chaise auprès de toi, chère. M'en vais décrasser mes pieds. » Elle la prit et se frotta vigoureusement. Des rires lui parvinrent de la grande route. Je vois ça, que notre Maut Almighty a toujours son même derrière à sa même place, et j'ai idée que c'est moi ici qui me trouve là-bas dans leur bouche toute puissante présentement. Oui, certain. Tu sais bien que les gens, si tu passes devant eux et tu parles pas à leur convenance, ils sont forcés d'aller chercher loin dans le fond de ta vie pour voir là-bas ce que t'as fait. Les gens, ils savent plus sur toi que toi-même tu sais. Le cœur envieux, ça fait les oreilles traîtresses. Comme si qui ont déjà entendu sur toi tout juste les mêmes choses qui ont espoir qu'elles te soient arrivées. Si Dieu y pense pas plus à eux que moi je fais, ça donne qu'ils sont rien qu'une balle perdue dans les herbes hautes. J'entends toutes les choses qu'ils disent, vu qu'ils se rassemblent toujours sur ma véranda à moi, vu que ça donne sur la grande route. Mon mari les si tant tannés des fois qu'il les envoie tous voir ailleurs chez eux. Ça m'a bien raison. Font rien qu'à user vos fauteuils. Ouais, ça à midi la plupart ils vont à l'église, c'est juste pour être certains de se lever au jour du jugement. C'est le jour que tous les secrets y sont rendus connus. Ils veulent être là et veulent tout entendre. Les terribles, le Sam. Tu peux pas arrêter de rire quand t'es dans ses entours. Ça me dit qu'il compte bien en être lui-même, comme ça il va finir par savoir qui c'est qui a volé sa pipe en maille. Phoebe, mais ton Sam, parole, il arrête jamais. Terrible en diable. Tous ces zigabous, ça les brûle si tant de se mêler à tes affaires qu'ils sont capables à s'envoyer eux-mêmes direct au jugement juste pour savoir de quoi ils retournent chez toi. Tu ferais bien ça, de te hâter et leur dire tout sur toi et tea cake. Comment vous allez vous marier, tous les deux? Et s'il a pris ton paquet de sous pour filer avec une gale toute jeunette, et où c'est qui est présentement, et où c'est qui sont tous tes habits que t'es obligé de t'entrevenir ici en salopette? J'ai pas aucune intention de m'embêter à rien leur dire, Phoebe. Ça vaut pas le dérangement. Tu peux aller leur raconter les choses que je dis si ça te chante. C'est tous pareil égal vu que ma langue à moi, elle est dans la bouche à mon ami. Si c'est comme ça que t'en as le désir, je vais leur dire juste les choses que tu vas me dire d'aller leur dire. Pour partir du début, les gens comme eux, ils gaspillent trop leur temps à traîner leur bouche dans des choses qu'ils savent pas rien du tout dessus. Maintenant, il faut encore qu'ils se mettent à nous lorgner comment moi j'aime tea cake et si ça s'est eu fait comme il faut ou non.
Ils n'ont pas aucune idée si la vie, ça se trouve, c'est un plat de boulettes de maille et l'amour une courte pointe. Tant qu'il se trouve un nom à grignoter, ils s'en fichent bien qui sait de quoi ça retourne, spécialement si ça peut y faire entendre du mal. S'ils veulent voir et savoir, pourquoi ils viennent pas eux-mêmes béquer et se faire béquer? Comme ça, je reste juste posé là et je leur raconte plein d'affaires. Moi ici, j'étais délégué la haute assemblée de la vie, hier, la grande loge, le haut congrès de vivre. C'est dans ça que j'étais rendu toute cette année et demie que vous autres ici, vous m'avez plus vu. Elles étaient assises là, dans la ténèbre jeune et fraîche, tout près l'une de l'autre. Phoebe brûlant d'agir et ressentir au travers de Gianni, mais se retenant de laisser transparaître son ardeur de peur que celle-ci ne passe pour simple curiosité. Et Gianni, empli du plus ancien des désirs humains, se raconter soi-même. Phoebe retient sa langue un long moment, mais ne put empêcher l'agitation de ses pieds. Alors, Gianni parla. « T'occupe pas pour moi et ma salopette vu que j'ai encore $900 tout à moi dans la banque. T-Cake, c'est lui qui m'a dit de la mettre, du temps que j'étais à marcher après lui. T-Cake, il n'a pas jamais gaspillé un de mes sous, et il m'a jamais laissé pour partir avec aucune autre gale toute jeunette non plus. Il m'a donné toute la consolation qu'on peut trouver dans ce monde. C'est ça qu'il leur dirait lui-même en personne s'il était ici, s'il n'était pas disparu. » Phoebe, dans son impatience, se dilatait tout entière. « T-Cake, il est disparu ?» ?»« Pour vrai, Phoebe, T-Cake, il est disparu. Et c'est la seule raison pourquoi tu me vois de retour ici, vu que j'avais plus rien du tout pour me donner de la joie encore là où j'étais. Là-bas, dans les Everglades, là-bas, dans la muck. J'ai de la misère à comprendre ce que tu dis, à la manière que tu racontes, mais ça se peut aussi des fois que je sois dur de l'entendement. Non, c'est pas du tout comme tu pourrais croire. Alors c'est pas la peine que je te raconte mes affaires si je te donne pas en même temps l'entendement pour aller avec. Jusqu'à temps que tu voies la fourrure. La peau du vison est guère différente d'un cuir de raton. Dis-moi voir ici, Phoebe. Sam, il est en train d'attendre après toi pour son souper? C'est le souper qui est tout près en train de l'attendre. Si Sam n'a pas assez de bon sens pour le manger, c'est pas de chance pour lui. Bien. Alors on peut se poser pour de bon où on se trouve et parler entre nous. J'ai ouvert la maison de partout pour laisser la brise se faire trapper en dedans. Ma Phoebe, ça fait 20 ans qu'on est copines à se béquer. Et je m'en remets à ton bon jugement. C'est de là que je te parle maintenant. Le temps est là pour en vieillir les choses. Aussi la ténèbre jeune et fraîche se mua-t-elle en une monstruopulente vieille chose, tandis que Gianni parlait. Gianni voyait sa vie comme un grand arbre en feuilles qui était toutes les choses endurées, et les choses aimées et les choses faites ou défaites. L'aube et le destin à ses branches. Ce que j'ai à dire, je sais exactement quoi, sauf que c'est pas facile par où commencer. Jamais j'ai vu mon père. Et même que je l'aurais vu, j'aurais jamais connu que c'était lui. Pareil non plus pour ma maman. Elle avait décampé de nos parages un bail avant que je sois assez grande pour savoir quoi. Ma grand-mère, c'est elle qui m'a eu fait grandir. Ma grand-mère, elle est blanche chez qui elle travaillait. Elle avait une cabane au fond du jardin et c'est là-dedans que moi je suis venue au monde. Ah, c'était des blancs bien comme il faut là-bas, dans l'ouest de Floride. Ça s'appelait les Washburn. Il y avait 4 petits-enfants à Miss Washburn à s'occuper et nous tous on jouait ensemble. Et c'est pour ça que j'ai jamais appelé ma grand-mère rien d'autre que Nanny, vu que c'est comme ça que tout le monde l'appelait là-bas. Nanny, elle nous trappait toujours dans nos diabries et c'était la peignée pour tous les gaminots qu'on était. Et Miss Washburn, elle faisait juste de même. Moi, j'ai idée que personne ne nous a jamais flanqué aucune peignée pour rien, vu que les 3 petits gars et nous, les 2 filles, on était des fichuments casse-pieds, me figure. Tellement j'en ai passé du temps avec eux, les petits blancs, que jusqu'à mes 6 ans par là, j'ai jamais su que j'étais pas blanche. Et j'aurais pas rien découvert pareil, mais v'là un homme, il vient pour prendre des photos à la ronde, et sans demander rien à personne, Shelby, c'était l'aîné des petits gars,
il lui dit comme ça de nous prendre. La semaine d'après, l'homme y rapplique avec la photo que Miss Washburn, elle la voie et le paye. Et c'est ça qu'elle a fait. Suite de ça, nous flanque tous une bonne peignée. Donc une fois qu'on a bien zioté la photo et tout le monde s'est vu pointer dessus, reste plus personne à montrer, sauf une petite noire, vraiment noire, avec des cheveux longs là, proche d'Éléanore. Moi, c'est là que j'étais supposée à me trouver, mais moi, la petite noire toute noire, je pouvais pas croire qu'elle était moi. Donc j'ai demandé, et où c'est que je suis rendue, moi? Je me vois même pas. Et tout le monde y ont rigolé, même Mr. Washburn. Miss Nelly, qui était la maman des petits enfants et qui était de retour à la maison après que son mari est mort, elle a pointé vers la petite noire et elle a dit « C'est toi, Alphabet, tu te connais donc pas toi-même ?» Ils m'appelaient tous Alphabet vu que des tas de gens m'avaient donné plein de noms différents. Moi, j'ai regardé la photo un long temps et j'ai vu ça que c'était à moi, la robe et les cheveux. Alors j'ai dit « Ah, waouh, me v'là une de couleur !» Après ça, ils ont tous rigolé vraiment fort. Mais moi, avant la photo, je croyais ça que j'étais juste tout pareil comme eux autres. Nous, c'est là qu'on vivait. Et on avait de la joie jusqu'à temps qu'à l'école, il y en a qui commencent à me faire des embêtements comme quoi j'habite au fond du jardin des Blancs. Il y avait une tête de nœud de fille, s'appelait Meyrella. Elle était toujours à se mettre en rogne à toutes les fois qu'elle me regardait. Miss Washburn faisait toujours qu'à me passer les habillements que ces petits-enfants ils avaient plus besoin. Il faut dire que c'était toujours mieux que les hailles que les autres petits-enfants de couleur ils pouvaient avoir. Aussi, elle avait du goût à me nouer des rubans sur ma tête pour ma coiffure. Ça, Meyrella, ça lui fichait les nerfs à cran. Fait qu'elle était toujours après moi, tout le temps, et à chauffer les autres pour qu'ils me fassent pareil. Il me chassait de la ronde des jeux et il faisait tout comme s'il ne pouvait pas jouer avec aucune personne de la place où je restais. Puis après ça, il me disait que j'allais pas faire mes grands airs, vu que leur maman à eux leur avait dit pour les chiens qui avaient pourchassé mon pas toute la nuit longue. Aussi pour Mr. Washburn et le shérif qui avait lancé la horde sur la piste à mon pas pour le trapper à cause des choses qu'il avait eu fait à ma maman. Il ne parlait pas de comment mon pas, il y en a qui l'ont vu après ça, qui essayaient de trouver ma maman pour la demander en mariage. Non, il ne parlait pas de ce bout de l'histoire. Il m'en contait que des horribles pour que ça me broye bien les plumes. Il n'y en a pas un seul d'entre tous qui pouvait se rappeler c'est quoi le nom de mon pas. Mais tous, ils savaient par cœur ce bout d'histoire avec les chiens. Nanny, elle aimait pas ça me voir avec ma tête basse, alors elle s'est dit que ça serait bien mieux pour moi si c'était qu'on avait une maison à nous. Elle a acheté la terre et tout, et après ça, Miss Washburn, elle nous a arrangé un plein tas d'affaires. L'oreille avide que lui tendait Phoebe aidait Janny à raconter son histoire. Et elle remonta encore plus loin le cours de ses jeunes années pour les relater à son amie en phrases douces et tranquilles, tandis que tout autour de la maison, la nuit prenait chair et noirceur. Elle réfléchit un temps et décida que sa vie consciente avait commencé à la barrière de Nanny. Tard un après-midi, Nanny l'avait sommée de rentrer tout de suite à la maison parce qu'elle venait d'apercevoir Janny, laissant Johnny Taylor lui donner un baiser par-dessus la barrière. C'est un après-midi de printemps dans l'ouest de la Floride. Janny avait passé presque toute la journée sous un poirier en fleurs dans le jardin. Cela faisait 3 jours d'affilée qu'elle passait sous cet arbre, le moindre petit moment qu'elle pouvait dérober à ses corvées. Très exactement, depuis l'instant où elle avait vu le premier bourgeon de fleurs s'épanouir. Il l'avait appelée pour lui faire contempler un mystère. Sur les tiges brunes et nues, l'apparition de bourgeons à feuilles reluisants. Entre ces bourgeons à feuilles, la neigeuse virginité d'une floraison. Elle en fut profondément ébranlée. Comment? Pourquoi? C'était comme un chant de flûte oublié dans une autre existence et lui revenant en mémoire. Quoi? Comment? Pourquoi? Ce chant qu'elle entendait n'avait rien à voir avec ses oreilles. La rose du monde exhalait son effluve. Un effluve qui suivait Janny tout au long de ses moments de veille et la caressait dans son sommeil. Il s'accordait avec d'autres impressions vaguement ressenties qu'il avait saisies hors de toute observation et s'était ensevelies dans sa chair. Et maintenant exhumée, elle venait fouiller sa conscience.
Elle était sur le dos, étendue au pied du poirier, dans la mélopée de contralto des abeilles visiteuses et l'or du soleil et le souffle pantelant de la brise, quand la voix inaudible de ce grand tout vint à elle. Et elle vit une abeille, chargée de poussière, plongée dans le sanctuaire d'une fleur. 1000 calices sœurs s'arquaient pour accueillir l'étreinte d'amour et le frisson extatique de l'arbre, depuis les racines jusqu'à la plus frêle des branches, tout de crème florissante et moussant de délices. Ainsi c'était une noce. Elle y avait été conviée pour être le témoin d'une révélation. Gianni ressentit à cet instant l'aiguillon implacable d'un ravissement qui la laissa molle et languissante. Après un temps, elle se releva pour faire un tour complet du petit jardinet. Elle cherchait confirmation de cette voix et de cette vision, et partout, elle trouva et récolta des réponses. Une réponse bien particulière pour chacune des créatures présentes, à l'exception d'elle-même. Elle sentait qu'une réponse était là, qui la guettait elle aussi, mais où? Quand? Comment? Ainsi se retrouva-t-elle devant la porte de la cuisine, où elle entra d'un pas trébuchant. Dans la pièce voletaient des mouches, folâtrant et chantant, convolant et faisant convoler. Quand Gianni atteignit l'étroit corridor, elle se rappela que sa grand-mère était à la maison, en migraine. Nanny s'était assoupie en travers du lit, alors, à petits pas, Gianni ressortit par la porte de devant. Ah, être un poirier, ou n'importe lequel de ces arbres en fleurs, sous les baisers des abeilles, tandis qu'elles chantent le commencement du monde. Gianni avait 16 ans. Un feuillage vernissé, et des bourgeons tout près d'éclore, et le désir de prendre à bras le corps la vie, mais la vie semblait se dérober. Où donc étaient-elles, ces abeilles chanteuses à elle? Rien dehors, ni dans la maison de grand-mât ne lui répondait. Du haut des marches, elle scruta le monde aussi loin qu'elle put, et puis elle descendit jusqu'à la barrière et s'y pencha pour contempler la route de droite et de gauche. Guettant, attendant, le souffle écourté par l'impatience, attendant que le monde vienne à se faire. Dans l'air saupoudré de pollen, elle vit sur la route venir à elle un être magnifique. Aveuglée jusque-là, elle n'avait jamais vu en lui que le nonchalant Johnny Taylor, long et maigre. Cela, c'était avant que la poudre d'or du pollen ne pare de splendeur les guenilles de Johnny et le regard de Gianni. Dans les dernières phases de son sommeil, Nanny avait rêvé entendre des voix lointaines mais persistantes, et qui peu à peu s'étaient rapprochées. La voix de Gianni conversant par bribes chuchotées avec une voix d'homme qu'elle avait du mal à remettre, et qui la réveilla soudain. Elle se leva d'un bond et regarda par la fenêtre et vit Johnny Taylor qui lacérait sa Gianni d'un baiser. « Gianni !» La voix de la vieille femme était si dépourvue d'impérieux et de réprimandes, si croulante et déliquescente que Gianni crut à moitié que Nanny ne l'avait pas vue. Elle s'extirpa de son rêve pour regagner la maison. Cela fut la fin de son enfance. Le visage et le cou de Nanny ressemblaient aux racines dressées d'un vieil arbre qu'une tornade eût arraché à la terre, fondement d'un pouvoir ancien désormais insignifiant. Les feuilles rafraîchissantes de Palma Christi dont Gianni avait ceint le front de sa grand-mère, nouées sous un lambeau blanc, s'étaient flétries jusqu'à ne plus faire qu'un avec la vieille femme. Ses yeux ne criblaient ni ne taraudaient. Ils délitaient et fondaient Gianni et la pièce et le monde entier en une seule entité. « Ma Gianni, t'es toute une femme maintenant, fait que… »« Non, Nanny, non, je suis pas vraiment toute une femme, pas encore. » La pensée était trop neuve et trop lourde pour Gianni, elle la refoula. Nanny ferma les yeux, hochant la tête en une affirmation lente et lasse plusieurs fois,
avant de lui prêter voix. Oui, oui, ma Gianni, t'as déjà tout ce qui fait une femme en toi. Fait que je ferai aussi mieux ça te dire ces choses que je garde en dedans de moi, depuis le temps. Faudrait ça que je te voie mariée sans tarder. Moi, mariée? Non, Nanny, non, mam. Qu'est-ce que j'en sais, moi, d'un mari? Il y a des choses que je viens de voir que ça me suffit tout plein, cher. Je voudrais pas ça qu'un nec de raclure, qui n'a rien que sa carcasse et sa culotte comme Johnny Taylor, s'en vienne prendre ton corps pour aller s'essuyer les pieds dessus. À ces mots de Nanny, Gianni sentit son premier baiser par-dessus la barrière, se muer à un amas de fumier après la pluie. Regarde-moi, Gianni, reste pas là avec ta tête basse comme ça. Garde voir ici ta vieille grand-mère. Et maintenant sa voix s'agrippait à chaque inflexion de son émoi. Ça me fait aucune envie d'avoir à te parler de la sorte. La chose, c'est que j'en ai passé du temps à genoux devant mon Créateur, assis tant de fois qu'était miséricorde, pour qu'il ne me fasse pas mon fardeau trop lourd à porter. Nanny, je pensais pas à mal. C'est juste ça qui m'est peur. Toi, tu cherches rien à mal. Le mal, tu sais même pas où ça peut se trouver. Et maintenant, me v'là bien usé. Je pourrais pas toujours guider tes pas loin du mal et du danger. Faudrait ça que je te voie marier sans tarder. Et c'est qui je vais pouvoir marier, juste là? Je connais personne. Le Seigneur Lord y pourvoira. Il sait que j'ai porté mon fardeau sous la chaleur de chaque jour. Quelqu'un m'a y parlé de toi, il y a de ça un bout. J'ai pas rien dit vu que c'était pas comme ça que je te plaçais. Moi, je voulais que tu fasses toute ton école et que tu t'en ailles cueillir dans le haut des buissons ta propre baie. Plus délicieuse. Mais je vois ça, que c'est pas ton idée à toi. Nanny, qui c'est qui m'a demandé? Broda Logan Killix. Un homme de bien, certain. Non, Nanny, non, mam. Alors c'est pour ça qu'il est toujours à traîner aux entours? On dirait comme si c'était un vieux crâne au cimetière. La vieille femme se redressa, posa les pieds par terre et chassa de son visage les feuilles médicinales. Donc tu veux pas marier un tout bien comme il faut, hein? Tu veux faire juste que d'embrasser, becquer et t'enrouler autour du premier qu'arrive, et puis un autre, hein? Tu veux me donner à sucer la même misère pareille comme ta maman elle a fait avec moi? Hein? Ma vieille tête, elle est pas assez grise de même? Mon dos, il est pas assez courbé pour ta convenance? L'image de Logan Killix venait profaner le poirier, mais Gianni ne savait pas comment l'expliquer à Nanny. Elle se contenta d'arrondir le dos pour faire la moue au plancher. « Gianni !»« Oui, mam. »« Tu me réponds ici quand je te parle. T'avises pas de rester là à faire ta moue devant moi, après tout ce que j'ai eu enduré pour toi. » Elle gifla violemment la jeune fille au visage, puis elle la força à relever la tête, et du regard, elles se défièrent. La main haut levée pour la calotte suivante, Nanny vit la très grosse larme qui montait du cœur de Gianni pour venir s'installer au bord de ses yeux. Elle vit la terrible détresse et les lèvres pincées retenant le sanglot, et elle renonça. Au lieu de ça, elle ramena en arrière l'épaisse chevelure qui masquait le visage de sa petite fille et elle resta là, à souffrir et aimer et pleurer au-dedans d'elle-même et pour toutes les deux. Viens voir ta grand-ma chère, viens t'asseoir sur ses genoux comme tu faisais toujours dans le temps. Nanny, elle voudrait pas faire aucun mal à un seul cheveu que t'as sur la tête. Elle voudrait pas qu'aucune personne te fasse jamais pareil, si tant qu'elle peut empêcher ça. Cher, l'homme blanc, c'est lui le maître de toutes les choses ici-bas, aussi loin que j'en ai vu. Ça se peut qu'il y ait un endroit au milieu de l'océan où l'homme noir y commande, mais nous ici, on sait rien que les choses qu'on voit. Fait que l'homme blanc, il jette le fardeau à terre et il dit à l'homme nègre d'aller le ramasser. L'homme nègre, il va le ramasser puisqu'il faut bien, mais il va pas le porter, rien du tout. Il va le refiler à ses femmes. La femme nègre, c'est elle la mule du monde, pour tout ce que j'en ai vu. Et j'en ai dit des prières pour que ça soit pas pareil pour toi. Pendant un long moment, elle resta ainsi, berçant la jeune fille et la serrant fort contre son sein creux. Les longues jambes de Gianni pendaient par-dessus le bras du fauteuil et ses longues nattes se balançaient bien bas de l'autre côté. Nanny, moitié psalmodiant, moitié sanglotant, entonna un interminable chant supplique au-dessus de la tête de Gianni en larmes.
Lord, aie pitié, ça a pris son temps chemin, mais j'ai l'idée qu'il fallait que ça arrive. Oh, Jésus, doux Jésus, moi j'ai fait juste du mieux que je pouvais. Enfin, toutes deux s'apaisèrent. Gianni, il y a combien de temps que tu laisses Johnny Taylor te becquer de même? Rien que cette seule fois, Nanny. Je l'aime pas, mais alors pas du tout. Pourquoi j'ai fait ça? C'est à cause... Oh, puis je sais pas. Merci, grand Seigneur Jésus. Je vais plus jamais le faire, Nanny, s'il te plaît. Me fais pas marier Mr. Killix. Moi, c'est pas Logan Killix que je veux pour toi, cette petite merveille, c'est une protection. Je suis pas en train de virer vieille, chère. Je suis déjà finie d'être vieille. Un matin, n'a pas longtemps, l'ange avec son épée va s'arrêter dans mes parages. Le jour et l'heure, ils me sont pas dit, mais ça va pas être bien long maintenant. J'ai prié le Seigneur Lord du temps que t'étais encore une infantillonne à mes bras pour qu'il me laisse rester ici avec toi, jusqu'au temps où tu sois fini d'être grandi. Il m'a épargné assez pour que je voie ce jour, et moi, maintenant, ma prière quotidienne, c'est de laisser rouler ces bons temps dorés encore une poigne de jours jusqu'au temps où je te voyais aller sauve dans la vie. Laisse-moi attendre, Nanny, s'il te plaît, juste un tout petit bout encore. Crois pas que je sens pas ta peine, Gianni, je la sens. Je pourrais pas t'aimer plus que ça, même si j'avais senti dans ma propre chair toute la douleur de t'avoir eu fait naître. Pour dire la chose, je t'aime un plein tas de fois plus que ta maman, que c'est moi-même qui l'ai eu fait naître. Mais faut ça que tu prennes en considération que t'es pas une petite enfant de n'importe quel jour comme la plupart des autres. Toi, y a pas personne qui est ton pas. Et tant dire que t'as pas non plus de ma pour le bien que t'as eu de sa part. T'as personne d'autre que moi. Et moi, ma tête, elle est vieille et elle penche à la tombe. Et toi, tu peux pas rester toute seule par toi-même. Juste la pensée de toi, traîner de droite et de gauche, ça me fait du mal. Chaque larme que tu verses, elle me presse une pleine tasse de sang du cœur. Faut ça que je m'évertue à faire ce qu'il faut pour toi avant que ma tête, elle vienne froide. Un sanglot de soupir s'échappa de Gianni. La vieille femme lui répondit par des petits tapotements consolateurs. Tu sais, chère, nous autres, les personnes de couleur, on n'est rien que des branches sans racines, et ça fait que les choses, elles nous arrivent toutes croches de même. Toi, surtout. Moi, je suis née en esclavage il y a un bout, et c'était pas pour moi d'accomplir mes rêves, des choses qu'une femme, elle doit être et faire. Ça, c'est un des empêchements de l'esclavage. Mais toi, il n'y a pas rien qui peut t'empêcher de désirer. Il n'y a personne qu'on peut frapper si t'en bats pour lui voler sa volonté. Moi, je voulais pas ça qu'on m'utilise comme bœuf à besogne ou coche à pourceau. Et je voulais pas ça qu'on utilise ma fille de même. Sûr que c'était pas ma volonté que les choses elles soient y arrivées comme elles sont arrivées. J'ai même haï la façon comme t'es venue au monde. Mais veux ou veux pas, j'ai dit Dieu merci. Et j'ai eu ma seconde chance. Moi, j'avais idée de prêcher un beau sermon sur les femmes de couleur qui se posent là-haut. Mais il n'y avait pas aucune chair dressée pour moi. La liberté, elle m'a trouvée avec ma petite bébé au bras, alors j'ai dit, m'en vais prendre un balai et une marmite et lui ouvrir grand la route au milieu de la broussaille. C'est elle qui allait me faire voir tout ça que je sentais en dedans. Mais va savoir comment elle s'est trouvée perdue sur la grande route, et voilà d'un coup que t'étais au monde. Alors toutes les nuits que j'étais à prendre soin de toi, j'ai dit comme ça mon sermon, j'ai qu'à le mettre de côté pour toi. Fait que ça fait un long bout que j'attends, Gianni. Mais rien de tout ça que j'ai eu enduré sera jamais de trop, si tant que tu te tiens toujours haute sur la terre comme j'ai rêvé. La vieille Nanny demeura assise, berçant Gianni, comme elle l'aurait fait d'un nourrisson, et remontant le cours du souvenir plus loin, plus loin. Et les images lui venant à l'esprit faisaient surgir les émotions, et les émotions extirpaient autant de drames des cavités de son cœur. Le matin de ce jour-là, sur la grande plantation au proche de Savannah, un cavalier s'est venu au galop pour nous dire comme quoi Sherman a pris Atlanta. Le fils de Massa Robert avait été fait tuer à Chickamauga. Donc alors Massa Robert, il prend son fusil et il grimpe à son meilleur cheval et il s'en va avec eux, les têtes grises et les jeunes gens, pour aller reconduire tous les Yankees d'où ils viennent là-bas en Tennessee. Tout le monde y était, à se mettre en joie et brailler et clamer pour tous ces hommes qui partaient au galop. Où j'étais, moi, je pouvais pas rien voir vu que ta maman, elle était juste née d'une semaine et moi, j'étais à plat sur mon dos. Mais c'est là qu'il fait mine comme quoi il a oublié une chose en arrière et il court jusqu'à ma case et il défait mes cheveux pour une dernière fois.
et il fait comment rouler sa main en dents, et il pogne mon gros orteil, juste comme c'est qu'il a eu toujours fait, et il file à leur trousse, pareil comme l'éclair. Puis j'ai entendu qu'ils faisaient tous un dernier « Houza !» pour lui. Et après ça, la grande maison et les cabanages ont pris le sombre et le silence. On était à la fraîcheur du soir quand la Misty elle est arrivée pour venir se mettre dans ma devanture. Elle a jeté grand ouvert la porte et elle est restée là à me lorgner avec tous ses yeux et sa face. C'était comme si qu'elle avait traversé 100 années de vie en janvier sans jamais voir un seul jour du printemps. Elle est venue là pour se mettre juste au-dessus de moi dans mon lit. « Nanny, je suis venue, c'est pour voir le bébé que t'as fait là. » Moi, j'ai essayé de ne pas sentir la brise qui soufflait de sa face, mais ça s'est fait si tant froid d'un coup que je suis partie à me glacer, comme la mort dessous ma couverte. Je ne pouvais pas sitôt bouger comme j'avais l'idée, mais je savais bien que je devais me hâter de même. « Tu ferais bien d'ôter la couverte dessus le gamino et vite avec ça, qu'elle m'a jeté. Dirait-on que tu sais pas qui c'est la Misty ici sur cette plantation? Madame, mais moi je m'en vais te montrer ça. » Fait que je m'étais débrouillée pour découvrir mon bébé assez grand pour qu'elle voie juste sa tête et sa figure. « Nègla, qu'est-ce que c'est ton bébé qui a ses yeux tout gris et ses cheveux tout jaunes ?» Et elle a commencé à gifler ma mâchoire comme pas possible dans tous les sens. Moi, j'ai pas jamais senti ces calottes d'en premier vu que j'étais trop affairée à remettre la couverte dessus ma tiboute. Mais les selles d'ensuite, ça m'a brûlé comme du feu. Ça me faisait trop de sentiments en même temps pour savoir celui que je devais survivre. Alors j'ai juste pas pleuré, j'ai juste rien fait d'autre. Mais sauf qu'elle a continué à me demander comment ça se trouve que mon bébé il a l'air blanc comme ça. Elle m'a demandé la chose 25 ou même 30 fois, comme si qu'elle était acculée à demander de même et qu'elle pouvait pas s'empêcher. Donc alors moi j'ai dit, je sais rien que les choses qu'on me dit de faire, vu que moi je suis rien qu'une nègre et une esclave. Et à la place de la pacifier comme je croyais, on dirait que ça la lançait plus en rage. Mais j'ai l'idée qu'elle était bien tannée fourbue en dedans, vu qu'après ça, elle m'a plus donné de coups. Elle a marché jusqu'au bas du lit pour aller essuyer ses mains dans son mouchoir. « Je veux pas salir mes mains sur toi, » qu'elle dit. « Mais la première chose au matin, c'est que le contremaître, il va te conduire au poteau de fouet, t'attacher sur tes genoux et t'arracher le cuir dessus ton dos jaune. 100 coups de fouet à lanière sur ton dos nu. Je te ferai donner du fouet jusqu'à temps que le sang coule à tes pieds. Et j'ai bien en intention de les compter moi-même. Et si t'en crèves, ça sera pas si tant une perte. Et d'ailleurs, le jour où il prendra 1 mois d'âge, je m'en vais vendre ce marmot comme le sort de ma place. » Et la v'là qui se hâte au dehors et qui me laisse avec son temps d'hiver en dedans. Moi, je savais que mon corps n'était pas remis en santé, mais je pouvais pas rester à méditer sur ça. Au noir du soir, j'ai enveloppé mon bébé le mieux que je savais et j'ai fait mon chemin jusqu'aux mangroves en bord de la rivière. Je savais ça, que la place était farcie de mocassins et autres serpents qui piquent. Mais encore plus, ce qui m'épeurait, c'est tout ça que je laissais en arrière. Alors, j'ai fait ma cage de jour et de nuit là-dedans. Et je nourrissais mon bébé à toutes les fois qu'elle venait à pleurer, de peur qu'un autre que moi il entende et qu'il me trouve là. Et je sais pas comment ça se trouve que mon lait a pas tué ma tiboute, avec moi qui étais tout le temps si tant épeuré et bien en peine. Le cri des hiboux m'épeurait. Le branchage des cyprès se mettait comme à glisser et s'agiter de partout dans la noirceur venue, et moi, 2-3 fois j'ai entendu les panthères qui nous rôdaient aux entours. Mais il n'y a rien qui m'a jamais fait aucun mal, vu que le Seigneur Lord, il savait tout comment c'était. Puis une nuit, v'là que j'entends les gros canons qui grondent comme tonnerre. Ça n'a pas arrêté de toute la noirceur. Et le matin après ça, j'ai vu les grands navires au loin, et un sacré grand dérangement de partout. Alors j'ai enveloppé ma Liffy dans la mousse pour l'accrocher bien solide en haut d'un arbre, et après, filé tout petit mon chemin jusqu'à l'appontement vers l'en bas. Tous les hommes étaient en habits bleus, et j'ai entendu du monde dire comme quoi Sherman s'en venait à la rencontre des navires à Savannah, et nous tous les esclaves, on était libres. Alors j'ai couru pour aller prendre mon bébé avec moi, et je me suis accointée avec d'autres et j'ai trouvé une place où je pouvais rester. Mais c'était un long bout après ça qu'il y a eu le grand reddition à Richmond. Puis on a entendu la grosse cloche sonner d'Atlanta et tous les hommes en habits gris se sont rendus à Moultrie pour enfouir leur épée dans la terre et faire voir comme quoi plus jamais ils vont se battre à cause de l'esclavage. Donc alors on a connu ça, qu'on était libre.
Moi, je voulais pas marier personne. Même si j'aurais pu un plein tas de fois, mais je voulais pas qu'on fasse du mal à mon bébé. Alors, me suis mise avec des blancs qui étaient des bonnes personnes, comme ça, pour m'en venir à l'ouest de Floride ici, à travailler et faire briller le soleil de chaque bord de la rue pour ma Liffy. Ma madame, elle m'a aidé avec ma fille, juste pareil comme elle a fait avec toi. J'ai mis ma Liffy à l'école quand c'était qu'il y avait une école pour la mettre. Vu que moi, c'est une maîtresse d'école que j'espérais de faire d'elle. Mais un jour, elle n'est pas rentrée à la maison à l'heure qu'elle devait. Et moi, j'ai attendu. Mais de toute la nuit, elle n'est pas jamais rentrée. J'ai pris une lanterne pour aller m'enquérir de partout, mais il n'y avait pas personne qui l'avait vue pour moi. Et le matin après ça, c'est elle-même qui s'en retourne en se traînant sur ses mains et ses genoux. Fallait voir ça. Le maître d'école y avait enlevé, caché ma Liffy dans le bois toute la nuit longue, et il avait violenté mon bébé, et il s'y était sauvé de là juste avant le jour. 17 années tout juste qu'elle avait. Et une chose de pareille qui lui arrive, Lord, des pitiés. Je suis capable à tout voir au corps, comme devant mes yeux. Il y a un bout qui est passé avant qu'on la voie se remettre de tout ça. Puis là, fait qu'on savait déjà que t'étais en chemin. Et après ça que t'étais née. Elle a commencé à se prendre de boissons et traîner toutes les nuits au dehors. Moi, j'arrivais pas à la faire rester en quelque part, ici ou nulle part. Le Seigneur Lord, il n'y a que lui qui sait où la trouver maintenant. Elle n'est pas morte, vu que moi je le saurais dans toutes les choses que je sens dedans, mais il y a bien des fois que je souhaite ça, qu'elle soit en repos. Et Gianni, peut-être c'était pas grand-chose, mais moi j'ai fait le mieux que je pouvais avec toi. J'ai raclé, gratté et acheté ce bout de terre qu'il y a ici pour que tu ne sois pas forcé de rester dans la herbe courte des blancs et tenir ta tête rentrée devant les autres petits-enfants à l'école. Et ça allait bien si tant que tu étais encore petite. Mais quand tu es venue à être assez grande pour comprendre les choses, j'ai voulu que tu sois capable de prendre soin de toi-même. Moi, je veux pas ça que d'aucuns ils te broient toutes tes plumes et qui te jettent des choses dans la face. Et je peux pas mourir en doucement si je pense que des hommes, qui soient blancs, qui soient noirs, ils vont peut-être te traiter comme si t'étais leur godet à cracher. Et quelque charité pour moi. Dépose-moi tout doux, Gianni. Je suis rien qu'une assiette fêlée.